Chapitre 7. L'estime de soi commence par l'acceptation de soi. Tu entreras au paradis tout entier, ou tu n'y entreras pas du tout. Adage soufi. Je me suis toujours demandé comment faisaient les autres, lorsqu'ils se trouvaient moches, lorsqu'ils avaient l'impression d'avoir dit ou fait une énorme bêtise que tout le monde aurait pu voir ou apprendre, lorsqu'ils étaient en échec, mis à l'écart, lorsqu'ils avaient déçu la confiance qu'on leur portait ou qu'ils se sentaient seuls tout simplement. Comment faisaient-ils pour ne pas se détester et sourire et continuer d'agir et d'aller vers autrui? Comment faisaient-ils pour s'aimer malgré leurs défauts? Pour penser qu'on pouvait avoir envie de les inviter, de les revoir, de les aimer, de travailler avec eux? Si je leur ai demandé comment ils faisaient, je crois qu'ils ne le savent pas eux-mêmes. Clémentine, 34 ans. S'accepter pour s'estimer. Comment font les sujets à bonne estime de soi? Sont-ils meilleurs que les autres? Plus intelligents, plus beaux, plus doués? Ont-ils eu une enfance plus heureuse? En réalité, la différence ne se situe pas ou pas totalement à ce niveau des qualités objectives. Les personnes à haute estime de soi ont des défauts et des doutes, connaissent des échecs et pas seulement des réussites, ressentent aussi parfois, ou souvent pour certains, doutes et sentiments de fragilité. Simplement, ils les acceptent. Les échecs les affectent, mais ils savent qu'ils sont inévitables si l'on a fait le choix de l'action. Les critiques les touchent, surtout si elles sont fondées, mais ils arrivent à reconnaître alors leurs torts sans besoin excessif de se justifier ou pire, de dénier. Leurs limites et leurs insuffisances les dérangent et les gênent parfois, mais elles ne les incitent pas pour autant à fuir les situations sociales ou à s'y taire. Simplement, leur fragilité les incite à chercher à apprendre et à progresser, au lieu d'affirmer et de pérorer, de s'inhiber ou de trembler. Bref, la caractéristique la plus forte des sujets à bonne estime de soi, c'est qu'ils sont capables de tolérer et d'accepter leurs imperfections, car ils ont construit et intégré une bonne image globale d'eux-mêmes, et supposent que leurs interlocuteurs seront plus sensibles à cette image globale qu'aux détails qui tuent. En tout cas, leurs interlocuteurs honnêtes et bienveillants. Ils savent d'ailleurs ne pas se laisser casser par les esprits malveillants et ont appris qu'il est inutile de fonder sa vie et ses comportements sur eux. Ils suivront leurs opinions, leurs intérêts et leurs travers, quoi que nous fassions pour les convaincre. Nous ne prenons jamais de risques face à ceux qui nous apprécient. Mais aucun risque ni aucun triomphe ne sera suffisant face à ceux qui ne nous apprécient pas. Vouloir à toute force remplir ce tonneau des Danaïdes risque au contraire d'user et de ruiner notre estime de soi. S'accepter pour changer. L'acceptation, c'est simplement dire oui. Oui à ce qui existe, puisque cela existe. Le problème, ou ma peur du problème, cela existe bien. Alors, autant l'accepter et le reconnaître. Au lieu de me dire « non, il n'y a pas de problème » ou « non, je n'ai pas peur, je ne dois pas avoir peur », reconnaître que, pour le moment, les choses sont comme elles sont et non comme je voudrais qu'elles soient. Accepter, ce n'est pas seulement tolérer, ce qui revient à refuser en fait, mais en regardant ailleurs. Ce n'est pas non plus se résigner et abandonner l'idée d'agir et de changer, c'est regarder le problème en face et se dire oui, ce problème existe. Si les questions d'acceptation intéressent tant les psychothérapeutes, après les philosophes, c'est qu'on se change mieux en s'acceptant. Pour se soigner, il faut se reconnaître malade. Si tu n'acceptes pas ta maladie, tu ajoutes l'angoisse à tes symptômes et te voilà malade de l'être. Et pour progresser, il faut se reconnaître et s'accepter imparfait. Pas coupable, pas minable, mais imparfait. Simplement. En fait, non, ce n'est pas simple du tout. C'est plutôt immensément dur, et surtout à l'opposé total des réflexes qui, depuis tant d'années,
nous incite à feindre d'être plus beaux, plus efficaces, plus intelligents que nous ne sommes. Accepter une manière d'être au monde. Admettons que nous disions oui à un seul et unique moment. Nous aurons ainsi dit oui non seulement à nous-mêmes, mais à toute existence. Car rien n'est isolé ni en nous-mêmes, ni dans les choses. Et si, même une seule fois, le bonheur a fait vibrer et résonner notre âme, toutes les éternités étaient nécessaires pour créer les conditions de ce seul événement, et toute l'éternité a été approuvée, rachetée, justifiée, affirmée, dans cet instant unique où nous avons dit « oui », écrivait Nietzsche. Accepter, c'est lâcher prise. On découvre alors que toute une partie des problèmes disparaît d'elle-même, et que ce qui reste paraît plus simple à changer. Mais si nous avons commencé en parlant de l'acceptation de soi, il faut savoir que l'acceptation est en réalité une philosophie de vie générale. Voilà des millénaires que l'acceptation figure au cœur des sagesses orientales comme de la philosophie antique, dire oui à ce qui est, puis faire face. Stoïciens et bouddhistes, entre autres, mais sans doute plus clairement et fortement que les autres, l'enseignent depuis longtemps. Pouvez-vous dire « non, ce n'est pas arrivé » ? Impossible. Alors, acceptez. Ou encore, il ne faut pas s'irriter contre les choses, car elles ne s'en soucient pas. Exercer ces capacités d'acceptation sur le quotidien représente un prélude à l'action sereine pour le changer si nécessaire. Cela dépasse bien sûr le champ de l'estime de soi, mais cela le facilite aussi indirectement. Modifier notre regard sur le monde modifiera notre regard sur nous-mêmes. Et accepter le monde nous aidera à nous accepter et nous permettra de progresser. Le concept d'acceptation est difficile à comprendre et à admettre pour les Occidentaux que nous sommes habitués à nous battre contre la réalité et à avoir le réflexe immédiat de la changer si elle nous heurte, ou encore à être amers et tristes si nous ne pouvons la changer. Nous nous méfions de tout ce qui ressemble à nos yeux à de la passivité. Pourtant, l'acceptation ne renvoie en rien à une soumission, à une démission, à un renoncement à l'action. Quelques exemples. Vous devez prendre un avion et votre voiture est coincée dans les embouteillages. Il y a un gros risque que vous ratiez votre vol. La réaction réflexe qui vous menace est celle du stress. Vous n'acceptez pas, ou très mal, l'idée que vous allez rater votre avion. Et pour cause, tous les ennuis et les contrariétés qui vont en découler s'imposent à votre esprit, provoquent des émotions et des pensées négatives en cascade. La source de tout cela, c'est le fait de rater l'avion. Comment accepter quelque chose d'aussi désagréable? L'inconvénient de cette attitude de non-acceptation, c'est que ce stress ne résoudra en rien votre problème de retard et risque même d'en ajouter d'autres. Vous allez vous énerver, risquer un accident en roulant trop vite si l'embouteillage se dégage ou en essayant de vous faufiler s'il persiste, courir dans l'aéroport, peut-être vous tromper de hall d'embarquement sous l'effet de la hâte, de vous quereller avec les personnes qui paraîtront vous retarder. L'attitude d'acceptation consiste à se dire « Bon, je vais peut-être manquer mon avion. Je ne suis ni le premier ni le dernier à qui cela arrive. Que puis-je faire d'adapté maintenant ? D'abord pour essayer de ne pas le rater. Puis pour essayer, s'il est raté, de ne pas m'infliger une double peine en m'énervant, en me créant de nouvelles complications. Le but de l'acceptation des faits, le retard, n'est pas de renoncer à l'action, mais au contraire, d'agir au mieux. Vous discutez politique avec un ami. Ses opinions sont idiotes, nulles et stupides. Enfin, c'est en tout cas ce que vous êtes en train de vous dire. Et c'est là que commence votre problème. Les propos de votre ami vous heurtent et vous agacent parce qu'ils sont opposés aux vôtres. La non-acceptation consiste à vous dire « il a tort, c'est stupide de penser ça. Comment peut-on être aussi aveugle aux réalités ?»
Il est probable que cette non-acceptation de ce qu'il pense et du fait qu'il a le droit de penser ainsi va à la fois aggraver votre état émotionnel, réduire votre intelligence du dialogue et enfin détériorer, au moins sur le moment, la qualité de la relation avec votre ami. C'est beaucoup d'inconvénients. L'attitude d'acceptation consiste à essayer d'accepter ce qu'il pense, même si vous n'êtes pas d'accord. Le fait que vous ne soyez pas d'accord et que, peut-être, vous ayez raison, n'empêche pas cette réalité d'exister. Il ne pense pas comme vous le voudriez. Alors, acceptez ça. Et au lieu de lui dénier le droit à penser ainsi, commencez à vous poser des questions plus intéressantes comme « Pourquoi pense-t-il cela ? Comment lui faire mieux écouter ma position ?» L'acceptation ne conclut ni ne ferme le dialogue, elle l'ouvre au contraire, dans les deux sens. Je me souviens d'avoir été moi-même un jour engagé dans une discussion avec un ami à propos de querelles qui agitaient le monde de la psychothérapie. Il y avait eu des affrontements verbaux très violents entre les thérapeutes comportementalistes et certains psychanalystes lacaniens, peu nombreux mais très énervés. De mon point de vue, moi qui suis comportementaliste, nos adversaires avaient l'essentiel des torts. Ils avaient initié le conflit, avaient utilisé l'invective et l'intimidation malsaine, etc. Mais cet ami ne voyait pas les choses ainsi et renvoyait dos à dos les comportementalistes et les lacaniens. « Vous avez des torts partagés », disait-il. J'avais du mal à accepter sa position car il me semblait que les torts n'étaient pas du tout partagés. Mais tant que j'étais dans cette non-acceptation, la discussion patinait et je sentais que je commençais à m'énerver. J'ai alors changé de position en me disant « C'est bon, accepte qu'il pense ce qu'il pense, c'est un fait et c'est son droit. » Je me suis alors senti beaucoup plus détendu et j'ai pu discuter de façon plus constructive et précise, poser des questions comme « Explique-moi, pourquoi dis-tu cela? Quels sont les éléments sur lesquels tu te fondes? Raconte-moi, ça m'intéresse. » Et ça m'intéressait vraiment. Puisque j'avais accepté son opinion, je pouvais maintenant m'intéresser à ses fondements. Alors qu'en ne l'acceptant pas, la seule chose qui m'intéressait, c'était qu'il s'en débarrasse. Accepter, c'est ici tenter de comprendre, ce qui ne veut pas dire en matière de débat d'idées, donner raison à l'autre.